C'est-à-dire qu'avec ce que ça se vient de décider unilatéralement, vous voyez que les Rwandais peuvent venir à partir de cette déclaration au Congo et faire exactement ce qui avait été annoncé en disant en 2021-2022. En Oui, sorte, vous êtes en train de dire que c'est la décision qu'elle vient de prendre là, c'est une déclinaison de bien entendu. l'affaire des terres, c'est-à-dire Bien entendu, Christian. maintenant il faut ouvrir voilà, les Ils peuvent frontières au rentrer. Rwanda. Déjà, ben, ils avaient, bien avant, disons, on disait qu'il y avait déjà un accord qui était intervenu entre le Congo et le Rwanda pour l'entrée, disons, voilà. Donc là, en annonçant comme sur le prétexte. Parce que, Christian, entre nous, c'est pas n'importe quel Africain qui va se précipiter de venir au Congo. C'est pas n'importe quel Africain. Voilà. Hein. C'est pas n'importe quel Africain. Ceux qui sont dans les sciences sociales connaissent cette phrase où on dit la liberté dans un groupe quel qu'il soit, c'est toujours la liberté, disons, des plus puissants, c'est-à-dire de ceux qui sont dotés des moyens. Voilà. La liberté d'aller et de venir ne veut rien dire pour quelqu'un qui n'a pas effectivement des moyens. Voilà. Par contre, ceux qui ont des moyens vont effectivement l'exercer dans toute sa profondeur, vont exercer cette liberté dans toute sa profondeur. Donc, ceux qui peuvent venir au Congo, parce que ce n'est pas le pays le plus alléchant, c'est, je vais dire, connaissant effectivement la faiblesse de l'État congolais, connaissant, disons, le degré de corruption, disons, des pouvoirs publics ou de ceux qui sont à la tête des pouvoirs publics, ce sont, vous me permettez d'être clair, des mafieux. Globalement, c'est des mafieux. Voilà. Vous voyez, donc aujourd'hui, le pays est bien divisé hein, au profit, disons, d'un groupe à la tête duquel se trouve Sassou Nguesso, où on ne veut même plus nommer, c'est l'apartheid qui a été institué à tous les niveaux, je le dis depuis 2017. Voilà, l'apartheid institué à tous les niveaux. Je prends toujours un exemple. Christian, quand on parle, disons, de l'existence, disons, des contre-pouvoirs, qui peut expliquer pourquoi le village de Sassou Nguesso, le village de Sassou Nguesso, je dis village, c'est pas moi qui le dis, lui m'appelle son village. Quand il reçoit Yannick Noah, disons, chez lui, il dit, mais disons, bienvenue dans mon village. Qu'est-ce qui peut expliquer que le village de Sassou Nguesso ait plus de députés que la troisième ville du pays qui a plus de trois fois, disons, une population trois fois plus élevée que le village de Sassou Nguesso? Hein? Il a divisé en deux. Quand on divise en deux, c'est pour accroître le nombre de députés. Alors, professeur, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Parce que déjà, il n'est pas prêt pour un dialogue. Les élections, tout le monde sait désormais comment ça se passe sous le PCT. Y a-t-il une autre alternative? C'est celle que prévoit y compris le chiffon constitutionnel de Sassou Nguesso. Nous sommes dans un coup d'État permanent, disons, mon cher Christian. C'est un coup d'État permanent, je vous entends vous-même parler de temps en temps d'expression. Que disait la Constitution de 92? Que dit, disons, la Constitution de Sassou Nguesso? La Constitution de Sassou Nguesso ne le prévoit peut-être pas dans le préambule comme tel, mais la Constitution, le chiffon de Sassou Nguesso, donc du 25 octobre, disons, 2015, renvoie également à la charte congolaise des droits et libertés, qui avait été adoptée par la Cour nationale. Donc, cette charte, c'est-à-dire c'est cette charte qui annonçait déjà, disons, le droit pour les Congolais, effectivement, de désobéir. Oui. Donc, quand on demande cela, c'est le seul mécanisme, Christian. Le reste, moi, je dis, nos compatriotes qui se disent l'opposition pour aller prendre le pouvoir, je dis, c'est des escrocs, vous permettez de répéter, Christian. La Cour constitutionnelle congolaise, c'est un organe du PST. Je vous l'ai dit la dernière fois. Hein? Donc, je veux dire, pourquoi l'élite congolaise, qu'elle soit politique ou intellectuelle, participe à cette hypocrisie-là, Christian? Pourquoi? Très heureux de vous retrouver sur R7, mesdames, messieurs. Merci de suivre Droit de savoir. 35 ans après la conférence nationale, dont l'objectif était entre autres d'apaiser le climat politique, de rassembler les acteurs sociaux, d'assainir la gestion des affaires publiques, de lutter contre les clivages de tout genre, bref, de ramener le pays sur les rails. Malheureusement, la situation actuelle du pays est plutôt chaotique. Le Congo est en ruine. Il semble avoir fait un bond en arrière de plus de 60 ans, laissant place donc à une profonde désillusion
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi les Congolais semblent-ils impuissants face à cette descente aux enfers que connaît le pays? Nous allons tenter de le comprendre avec professeur Félix Bakunda Mpele, diplômé des Sciences Po, enseignant-chercheur, juriste et politologue, consultant, constitutionnaliste. Vous êtes également membre de l'Association française de droit constitutionnel, membre expert de l'Institut international des droits d'expression et d'inspiration française. Bonjour, professeur Félix Bakunda Mpele. Bonjour Christian Perrin, et heureux de vous retrouver. Merci, un plaisir partagé. Alors, la situation en République du Congo parle d'elle-même. Il est évident que c'est le chaos. Inutile de s'attarder donc sur les détails. Cependant, une question se pose. Peut-on réellement imputer à la conférence nationale souveraine la responsabilité de la situation actuelle vécue par les Congolais? Merci pour la question, Christian Perrin. Vous savez, c'est très facile d'attribuer à des institutions tous les torts, disons, d'une société. Ça, c'est très facile. Et il faut dire tout de suite, Christian, quel que soit ce que peut prévoir un texte, et quelles que soient les compétences d'une institution, le rôle majeur revient toujours, disons, aux humains, c'est-à-dire à ceux qui vont l'animer. Voilà. Donc, j'entends parfois des thèses dans ce sens. La conférence nationale, ceci, la conférence nationale, cela. Mais parfois, je dis toujours, bon, faisons un peu de la comparaison. Est-ce que ça a été mieux ailleurs? On aime bien parler de la France, par exemple, qui a eu ses états généraux, les fameux états généraux de 1789. Ils n'ont pas été parfaits. Ils n'ont pas été parfaits. Et pourtant, la France a évolué, bien entendu. Après 1789, il y a eu d'autres évolutions, ça également, il faut le dire. 1789, il y a eu 1792, ensuite, il y a eu le retour vers l'Empire, ensuite, ben voilà, donc il y a eu une succession, on ne va pas reciter, hein, mais voilà. Disons que le rôle majeur revient toujours aux personnes, aux institutions, pardon, aux personnes chargées d'animer les institutions. Dans le cas du Congo, moi je dis toujours ceci, cher Christian, je pense que la conférence nationale a fait ou a réussi ce qu'elle pouvait faire par rapport à la conjoncture politique de ce moment-là. Il ne faut jamais oublier, Christian, que nous étions dans un système politique féroce qui avait, selon la conférence nationale elle-même, fait déjà plus de 3000 victimes. Donc à ce moment-là, en gros, c'était pile ou face. Il n'était pas évident que la conférence nationale se termine. Elle s'est terminée. Elle a tiré les conclusions qu'on peut discuter, mais elle a abouti, disons, à quelque chose qui, cette chose-là, si elle était appliquée, respectée par les acteurs politiques, pouvait permettre à la démocratie congolaise de continuer et de s'améliorer. Donc, moi, je pense que ce n'est pas la conférence nationale qui n'a pas marché, puisqu'après tout, quand elle a fermé, les principes fondamentaux de la démocratie avaient déjà été posés. Ce qui a loupé, à mon avis, ce n'est pas la première fois que je le dis, en fait, on est sorti de la conférence nationale avec un malentendu. Ce malentendu, c'est lequel? Grosso modo, je pense que ce que voulaient les acteurs politiques, de part et d'autre, ce n'était pas exactement la démocratie, c'était le pouvoir. Je le souligne toujours. Ce n'est pas la démocratie, c'était le pouvoir. Et le fait est là, dès que la conférence nationale a fermé, a tiré les rideaux, qu'il y a eu, disons, les premières institutions mises en place, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que il était difficile. À partir du moment où l'ambition non avouée par les acteurs politiques, c'était le pouvoir et non la démocratie, il était difficile que la démocratie effectivement marche. Un seul exemple, je ne cesse plus de le répéter. Jusqu'à maintenant, les Congolais, bon, je suis quand même en relation avec mes compatriotes, jusqu'à maintenant, les Congolais n'arrivent pas à s'accorder effectivement sur la question de la majorité. N'oublions pas que c'est sur ça que ça a commencé, cher Christian. Tout à fait. N'oublions pas que c'est sur ça que ça a commencé. Voilà, le reste n'est que la conséquence. Autrement dit, on a pris prétexte de ceci ou de cela.
C'est quoi la majorité? C'est quoi l'état de droit? C'est des questions, mon cher Christian. Donc, pour moi, c'est ce malentendu-là qui est à l'origine, effectivement, de ce que l'on a vécu et qui, jusqu'à maintenant, n'a pas encore été résolu. Si, par Oui, mais exemple, pardon, professeur, vous disiez tout à l'heure, le problème, c'est les hommes qui animent les institutions, alors que Euh, en temps normal, on croirait que les institutions sont beaucoup plus fortes que les hommes. Et au sortir de la conférence nationale, on a eu à mettre quand même quelques institutions en place. Je pense déjà à une nouvelle présidence. Il y a eu, d'ailleurs, on a eu une nouvelle constitution. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'après avoir mis tout cela en place, qu'un homme, voilà, piqué je ne sais par quelle mouche, s'est encore permis de faire un coup d'État militaire en plus, et tout le monde était en train de regarder, alors qu'il y avait des institutions qui étaient déjà là, avec une constitution qui condamnait toute prise de pouvoir par la force. tout à fait. Quand les gens disent la conférence nationale ou même la Constitution, bon, moi je dis, mais écoutez, la Constitution, c'est les hommes effectivement qui la mettent en œuvre. C'est les hommes qui doivent effectivement, je vais dire, respect. Moi je dis toujours, l'une des caractéristiques, disons, des acteurs politiques africains, c'est qu'ils sont allergiques au texte. Quand vous voyez, disons, tout ce qui se passe dans tous les pays, aujourd'hui, dans la grande actualité, nous avons le Sénégal, nous avons la RDC et peut-être d'autres pays, on y arrivera. Vous voyez que c'est l'allergie au texte, les gens n'aiment pas les textes. Hein. Avant d'arriver à la guerre, enfin, ce qu'on appelle la guerre de 87, en fait, le coup d'État de Sassou Nguesso qui dérape et puis qui dérape et puis qui se termine en guerre. Il y a eu des précédents qui ont fragilisé déjà le régime. Question. J'ai dit majorité. Parce que c'est ça le prétexte. Je dis bien le prétexte qui a été pris pour effectivement fragiliser le régime démocratique naissant. Nous sommes Mais, dans un système qui est semblable à celui de la France, c'est-à-dire un régime semi-présidentiel, un régime semi-parlementaire. C'est quoi la majorité? Puisque c'est là que tout commence. La majorité, tout le monde sait que c'est différent selon qu'on est dans un régime parlementaire, c'est-à-dire le modèle allemand, le modèle israélien, enfin le modèle le plus en vogue en fait. Et c'est peut-être pour ça que certains se sont trompés, parce que je sais qu'il y en a qui étaient de bonne foi, en croyant qu'effectivement, l'opposition avait acquis la majorité à l'intérieur de l'Assemblée. Certains étaient de bonne foi. Certains voulaient tout simplement, effectivement, faire déraper le régime. La majorité dans le système, qui est celui du Congo, semblable à celui de la France, nous le voyons là en France. 2024, on l'a vécu. La majorité, on l'acquiert par les urnes. On l'acquiert pas à l'intérieur de l'Assemblée. Jamais. C'est ça qui est à l'origine de tout. Et c'est-à-dire, la majorité, comme vous êtes en train de dire, c'est dans les urnes, c'est-à-dire l'élection elle-même, c'est-à-dire c'est à la population de conférer la majorité et non une majorité qui se forme dans l'Assemblée, l'Assemblée, c'est-à-dire les partis qui viennent de partout et puis qui voilà. s'allient pour C'est-à-dire, former une. avant d'aller aux urnes, vous déclinez votre identité auprès du peuple. Vous dites à quelle famille politique vous appartenez. Tout à fait, tout à Oui. fait. Vous dites à quelle famille politique vous appartenez. Donc, le peuple sait en allant voter que, en allant voter pour telle personne, il appartient à telle famille politique, à telle famille politique. Pourquoi? Pourquoi, effectivement, il y a cette différence dans le régime semi-parlementaire ou le régime semi-présidentiel? Parce que dans le régime parlementaire, qui n'était pas celui du Congo, c'est-à-dire par rapport à la Constitution de 92, le peuple ne va élire au niveau national que l'Assemblée. Dans les régimes parlementaires, on ne va pas élire un président. On va uniquement pour élire, disons, les députés. Donc, la seule élection nationale, c'est l'élection, disons, de l'Assemblée. Donc, l'Assemblée est omnipotente. C'est-à-dire, tout se passe là. C'est cette assemblée-là qui décide, disons, par la suite de ce qui va effectivement se débattre là, qui va décider effectivement, disons, à qui appartient la majorité. Et c'est elle qui détermine effectivement qui va être le Premier ministre, on l'appelle d'ailleurs Premier ministre ou président du Conseil, selon effectivement des États. Mais dans le système régime, pardon, dans le système, disons, dans le régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel, qui est celui du Congo, qui est celui de la France, le peuple va au niveau national élire donc deux majorités, la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Donc, quand effectivement le peuple élit le président, il lui donne des pouvoirs pour dire voilà ce que tu dois faire. Et il donne également des pouvoirs, disons, à l'Assemblée. Donc là, il y a là donc en quelque sorte, le peuple a deux représentations, c'est-à-dire deux délégués au sein, disons, dans l'exercice du pouvoir. Le président et puis l'Assemblée nationale.
Donc, je dis ceci, Christian, c'est pas compliqué pour un conservateur de bonne foi. Si le peuple élit le président pour gouverner, c'est bien, et en même temps, il élit l'Assemblée, je vais dire de façon consciente, soit effectivement, il veut geler, c'est-à-dire le président, c'est-à-dire ne veut pas lui permettre effectivement, disons, de gouverner, et à ce moment-là, il le bloque au niveau de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il va donc effectivement élire le président, mais il ne lui donnera pas les moyens de gouverner. Donc, il va donner une majorité autre. Mais si le peuple élit le président pour qu'il gouverne, nous sommes là dans les interrogations, et qu'il lui donne également une majorité, c'est-à-dire une majorité parlementaire, c'est-à-dire une majorité à l'Assemblée, mais que à l'intérieur de l'Assemblée, j'espère que vraiment je réussis la pédagogie, à l'intérieur de l'Assemblée, le peuple qui a donné la majorité au président à l'Assemblée pour gouverner, c'est des parlementaires là, ces parlementaires, tournent le dos au peuple, ils disent non, nous ne voulons pas que le président puisse gouverner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. En sorte, C'est-à-dire que, pardon, professeur, vous êtes en train de nous dire que c'est une forme de trahison, parce que je prends ici le cas, il faut les citer, le PCT qui est allé évidemment solliciter les voix des Congolais. Et une fois qu'ils ont eu ces députés au niveau de l'Assemblée, ils ont tourné le dos aux électeurs, une forme de trahison, c'est ça. c'est bien sûr, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est un détournement, Une disons, électoral. usurpation même comme qu'il dirait, de l'élection. Oui, au deuxième tour. Mais n'oublions pas que le PCT et l'UPADS appartiennent déjà à ce qu'on appelle l'ADN, c'est-à-dire l'AND, l'Alliance nationale pour la démocratie, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la même coalition politique. Un peu comme on le suit partout. Voilà. Ils étaient dans la même coalition. Ils ne l'ont pas fait, je vais dire, par bêtise, mais parce que ils savaient très tôt, avant même d'aller aux législatives, parce que les législatives avaient précédé effectivement la présidentielle. Tout le monde avait compris qu'aucun parti n'aurait donc la majorité pour gouverner. Aucun parti. Le plus grand parti, c'était l'UPADS. Donc, en regardant, en faisant effectivement un peu de la prospective, ils ont compris qu'aucun parti n'aurait la majorité, disons, pour gouverner et qu'il fallait nécessairement, disons, se coaliser, qu'il fallait former effectivement des groupements. Vous voyez? Donc, quand le peuple va voter pour les législatives, c'est-à-dire, voilà, ils savent déjà que non, le PCT est dans la même alliance politique avec l'UPADS. Oui. Donc, c'est en conséquence de cause. Ce qui veut dire que quand, effectivement, disons, le peuple, donc, puisqu'on a terminé par la présidentielle, élit donc le président, il sait que le président qui est élu a une majorité constituée dans ce groupement-là. Et qu'est-ce qui se passe, Christian? Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'effectivement les institutions sont mises en place, pour des raisons de Marocains, c'est-à-dire donc effectivement de partage du pouvoir, le PCT, les députés du PCT, à l'intérieur de l'hémicycle, tournent le dos, c'est-à-dire par rapport, disons effectivement, à la coalition qu'ils avaient annoncée au peuple, tournent le dos, ils disent non, nous sommes maintenant avec le MCDD ou disons d'autres, disons en fait la coalition opposée. Ça s'appelle, disons, un détournement électoral. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? On peut comprendre, ils ne pouvaient même ne pas invoquer la raison. C'est-à-dire, on peut même laisser ça de côté. Mais Christian, dès le moment où vous décidez de vous coaliser, de renverser le gouvernement, ça peut même ne pas être pour des raisons de Marocains. On peut même mettre ça de côté. Il n'y a pas plus grande crise politique dans un système politique que le renversement du gouvernement. C'est une crise majeure. Surtout que c'est en début, effectivement, de législature. Le gouvernement est renversé. On peut effectivement prendre le fait comme tel. Que dit la Constitution? La Constitution autorise au président, en cas de crise majeure, effectivement, de dissoudre le gouvernement, de dissoudre l'Assemblée. L'Assemblée est dissoute. L'opposition crie à la dictature. Christian, vous ne pouvez pas renverser le gouvernement, c'est-à-dire créer une crise majeure et ne pas effectivement permettre au président de la République effectivement d'utiliser le moyen que lui donne la Constitution. L'Assemblée est dissoute. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut organiser les élections. Christian, nous suivons là tout ce qui se passe. Mais qui organise les élections? C'est le gouvernement en place. C'est le gouvernement en place qui organise les élections. L'opposition, principalement le PCT, je rappelle tout le fameux discours, disons, de Sassou Nguesso. Jamais nous ne permettrons qu'un gouvernement renversé puisse organiser les élections. Christian, si le gouvernement n'organise pas les élections, qui va les organiser? Alors Si finalement, le gouvernement... professeur, donc on peut comprendre que
lorsque le PCT se retire de la majorité présidentielle, en fait, c'était pour des calculs politiciens. Ils avaient déjà en tête le coup qui devait suivre, c'est-à-dire le Tout coup à d'État fait. en préparation, parce que j'ai entendu dire, hein, certains du milieu évidemment de Sassou Nguesso, que finalement, lorsqu'il a quitté le pouvoir, il avait promis à ses lieutenants qu'il allait revenir, très bientôt, il allait revenir au pouvoir. Or, Denis Sassou Nguesso est conscient qu'il ne pouvait pas gagner une élection présidentielle démocratique. Donc, on suppose que depuis là, en fait, même quand il s'est allié avec l'UPADES, c'était pour ces visées-là. Il savait que, bon, en avançant, on va faire ci. Il y avait déjà un calcul bien fait. Il fallait créer la crise majeure dont vous avez parlé tout à l'heure, afin de préparer évidemment le terrain pour le retour par la force ou par la force des armes. N'oublions pas, Christian, que avant même de voir l'UPADES, il avait déjà vu, disons, le MCDD. Donc, il était en relation avec les deux. C'est-à-dire qu'il le faisait prévaloir. Il proposait la même chose, disons, aux deux grands partis. Comment ça? Autrement dit, le but c'était de créer la zizanie. Voilà. Avant de rencontrer, donc, effectivement, disons, quelques éléphants du PADES, il avait déjà rencontré, disons, Bernard Kolila. Donc, il avait proposé la même chose. Autrement dit, pour résumer, le but c'était de créer la zizanie, de faire de telle sorte que, disons, le pays soit un gouvernement, c'est-à-dire de fragiliser la démocratie. Donc, moi, je dis, Christian, là, nous avons effectivement des textes qui sont clairs, le système politique qui est clair, la majorité, c'est dès le départ, avant qu'effectivement le peuple va élire, le peuple est conscient des coalitions qui existent. On arrive donc, effectivement, les institutions sont en place, le PCT cherche des prétextes, ben, dit, ben, écoutez, nous tournons, là, disons, le dos à l'UPADES pour des raisons, mais on peut même dire, même sans raison, c'est leur choix. Ils étaient libres, effectivement, de dire, bon, nous ne voulons pas tout simplement de telle tête à, disons, au gouvernement, et puis renverser sans même s'entendre avec le MCDD. Donc, juste là, c'est politique ou politicien, tout ce que l'on veut. Ça se gâte à partir du moment où il n'autorise pas au président de la République de dissoudre l'Assemblée. Voilà, s'il renverse effectivement le gouvernement, c'est tout à fait normal. On est dans une crise politique majeure que prévoit la Constitution. Le président dissout l'Assemblée, vous ne pouvez pas le lui reprocher. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ben, l'Assemblée est dissoute, il faut aller aux élections. L'opposition dit que non, le gouvernement n'a pas le droit, disons, d'organiser des élections. Mais je dis toujours, dès le moment où le gouvernement ne peut pas effectivement organiser des élections, vous sortez du cadre constitutionnel. Et c'est là que tout commence. Ben, voilà, c'est, comment disons, la désobéissance civile qui est demandée. Ben, c'est les violences. C'est trois personnes qui sont abattues. On dit que c'est le gouvernement qui a ordonné, disons, ben, voilà. Écoutez, trois personnes peuvent tomber, même 10 personnes. Ce n'est pas une raison pour renverser le régime. Nous sommes là devant ce qu'on peut appeler des meurtriers, des accidents, un accident, tout ce que l'on veut. C'est une affaire de la justice. Mais ce n'est pas, disons, une affaire, disons, d'insurrection pour dire qu'on va renverser le régime. Voilà. Des gens tombent, et bien, si vous êtes vraiment des démocrates, ben, c'est une affaire judiciaire. Voilà. Donc, vous voyez que là, depuis le début, c'est-à-dire tel que ça a commencé, ça n'a pas été une affaire de droit, les textes étaient clairs, ça a été disons, une affaire effectivement des acteurs politiques par, je vais dire naïveté ou quoi, ben, je pense bien au niveau du MC, parce que le deuxième grand parti, c'était le MCDD. Si l'Issouba avait mal gouverné, qu'on était allé droit aux urnes, que le peuple n'en voulait plus, ben, le parti qui l'emportait, c'était le MCDD. Donc le PCT savait qu'il ne gagnerait jamais. Il ne gagnera jamais l'élection puisque ben, il avait un lourd dossier, c'est-à-dire donc près de 3 décennies d'exercice négatif, sauvage du pouvoir, ben, qui avait abouti effectivement à la banqueroute du pays. Donc c'est ça. Moi, je pense que du côté de du MCDD, même si, et puis, disons, après, disons, le président Koïla lui-même réussira à comprendre que ben, le PST était en train d'entraîner effectivement dans le gangstérisme. Voilà. Mais Elle dès le avait départ, dû je pense comprendre ça très en voilà. retard. Professeur Félix Bakundapel, évidemment, tout le monde constate aujourd'hui que finalement, ce n'était pas seulement un coup d'État contre le professeur Pascal Lissouba, mais contre la démocratie Tout à fait. congolaise. Alors, il y a eu coup d'État. Nous avons, moi je considère que la constitution du 15 mars 1992 existe encore. Il est question donc de repartir à l'ordre constitutionnel. Alors, il y a une constitution
qui, dans son préambule, je crois que c'est le dernier alinéa, tout à fait. Il indique faut- une certaine résistance contre toute personne qui oserait reprendre le pouvoir par ben voilà, les méthodes critiquées, notamment la force. Alors, il y a eu coup d'État. Et depuis là, voici pratiquement, ça fait déjà presque 28 ans, c'est ça, qu'il est déjà, Non, je sais non, pas, au 28 pouvoir. ans. Pardon, 29 ans. 29 ans déjà. Et qu'est-ce qui peut expliquer, j'allais dire, tous les Congolais finalement, à tous les niveaux bien entendu, ont comme qui dirait capitulé, c'est normal, monsieur a fait son coup d'État, bon, il est là, on le laisse faire jusqu'au jour où il s'en ira, et puis quitte à repartir vers, voilà, comme qui dirait, à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors que, comme je le disais tout à l'heure, on avait déjà des institutions. Qu'est-ce qui explique cette faiblesse? Christian, à partir du moment où déjà, ce qui ressort de l'exemple, disons, que nous venons de prendre, c'est que ce qui importe au niveau des grands acteurs, ce n'est pas la démocratie, c'est le pouvoir. Donc, il y a déjà une forme de gangrène, il y a, disons, du sable dans le moteur. C'est-à-dire que quand les acteurs, les grands acteurs politiques congolais bougent, c'est d'abord et avant tout pour le pouvoir et non pour la démocratie. Ce qui veut dire qu'ils sont facilement manipulables. C'est-à-dire que quand Sassou Nguesso tente déjà, bon, je dis toujours, le miracle du premier régime démocratique, c'est d'avoir tenu 5 ans. Parce que pour le pouvoir sortant, il n'était pas question de laisser le temps. Donc, c'est déjà un miracle. Moi, j'entends les gens dire, oui, non, non, c'est déjà un miracle que le pouvoir de l'Issouba, que la démocratie ait tenu 5 ans. Parce que toutes les conditions étaient déjà réunies pour que ça ne tienne pas, pour que ça ne dure pas. Donc, ça, il faut déjà le souligner. Parce que la donne du pouvoir, cette forme, disons, je ne sais pas comment la faire, mais pour moi, c'est une pathologie, c'est-à-dire faire de telle sorte qu'on ait le pouvoir par tous les moyens. Le PCT a les moyens, effectivement, de le mettre en cause. Les autres qui ne sont pas du PCT, s'ils avaient les mêmes moyens que le PCT, ils l'auraient fait. Parce que quand, Oui, mais effectivement, pourquoi il y est-ce a que ce les discours, autres, là, n'ont pas organisé, par exemple, des mobilisations pour contrer, voilà, ce coup d'État? Pourquoi n'ont-ils pas résisté? Parce qu'il y avait quand même l'opposition, dans tous les cas. Christian, dans les 2 premières années, c'est-à-dire à partir après la conférence nationale, dans les 2 premières années, c'est-à-dire donc que la conférence nationale se termine, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes le 10 juin, donc le 10 juin, disons, 91, on a déjà recouru 3 fois à la désobéissance civile. 3 fois. Donc vous voyez que là, il y a quelque chose qui ne tient pas. Il y a déjà eu janvier 92, à l'occasion donc de la sortie de l'armée, disons, pour réclamer, disons, la fin du gouvernement de transition, donc contre M. Milongo. Il y a déjà eu donc effectivement ce que je peux appeler donc l'automne 92, c'est-à-dire quand l'Issouba arrive donc à l'occasion de la dissolution de l'Assemblée suite au renversement du gouvernement. Donc l'Issouba, donc deuxième désobéissance civile, oui. Été 93, oui. Donc, recours également, disons, à la décision. Donc, en moins de 2 ans, en moins de 3 ans, on a déjà recouru 3 fois à la désobéissance civile. Ça montre qu'il y a un problème. Autre aspect, Christian, qu'il faut souligner, effectivement, quand il y a, disons, ces mouvements déjà, disons, de l'automne 92, c'est-à-dire donc de 2 mois, 2 mois, disons, avant, 2 mois après, pardon, l'élection du président de la République. Mais l'opposition, c'est-à-dire tous ceux qu'on appelle l'opposition, tous certaines figures majeures, comme notre très cher ami Mirassa. Mirassa était à ce moment-là donc dans l'opposition. Ben, écoutez, ils se sont mobilisés pour qu'effectivement le gouvernement ne puisse pas organiser l'élection. Christian, dès le moment où effectivement on sort du cadre constitutionnel, tout est permis. Sassou lui dit que non, jamais nous ne permettrons à un gouvernement qui a été renversé d'organiser les élections. Nous savons, là, il y a 2, 3 ans à peine que Christian en France. Hein. 2 ans. Le gouvernement est renversé à la suite d'une motion de censure. Qui a organisé les élections, Christian? C'est bel et bien le gouvernement. Parce que si vous enlevez le gouvernement, eh bien, vous rentrez dans l'incertitude totale de ce qui s'est passé. Bon, l'Issouba cède. Parce que il se dit ça ne sert pas effectivement de précipiter, disons, de précipiter la violence et tout pour arrêter. Il accepte cela. Il cède. Donc, l'opposition, disons, propose un membre à la personne de notre très cher compatriote, Maître Mbemba, qui sera président de la commission électorale, Christian.
Les élections sont organisées avec un vice-président qui est effectivement, disons, proche De de la mouvance l'opposition. présidentielle. Presque Voilà, choisi par l'opposition, oui. par l'opposition. Et Christian, ben, les résultats sortent. Ils sont connus. C'était encore à ce moment-là, disons, la commission électorale vraiment indépendante. Hein. Ce n'est pas ce Oui, qu'on suit oui. avec Sassou Nguesso. Voilà. Hein. Sassou Nguesso ne mettra jamais, disons, un membre de l'opposition à la tête d'une commission électorale. C'est absolument impossible. Lissouba l'accepte. Le point de la commission électorale et l'opposition, tout se récolte au niveau, c'est-à-dire que dès qu'on sort des urnes, on affiche. Pour terminer avec ce volet, comment vous analysez la situation actuelle du Congo, bien entendu, après les 35 ans passés après la conférence nationale souveraine? Christian, mon opinion est faite depuis très longtemps, puisque j'observe notre système politique, le fonctionnement de notre système politique vraiment régulièrement. Mon opinion est faite. Si c'est avec la même organisation politique, jamais nous n'en sortirons. Même si le despote est sanguinaire, congolais qui est là s'en va, jamais nous n'en sortirons. Parce que je viens de dire, auprès des Congolais, le pouvoir l'emporte sur la démocratie. Quand les Congolais disent démocratie, démocratie, en fait, ce qu'ils veulent dire, pouvoir. Voilà. Ça, je le sais. Nous souffrons de cette hypocrisie-là. Hein? Ce que veulent les Congolais, c'est le pouvoir et non la démocratie. Donc, il faudra trouver un mode d'organisation qui fasse que, effectivement, la question présidentielle soit résolue. C'est l'objet, disons, d'un article que j'ai publié, disons, d'une communication que j'avais faite au cinquantenaire, disons, de la Ve République en France. Je rappelle, celui qui avait présidé l'atelier, c'est le professeur Carcassonne, qui est mort aujourd'hui, hein, avec le professeur Dominique Rousseau, où j'ai fait effectivement cette communication, repenser le programme africain. Au fond, tout repose là, c'est sur la question présidentielle. Voilà. Donc, il faut trouver un mode d'organisation politique qui fasse que, effectivement, les gens ne se battent pas pour ça, pour cette institution-là, qui est une institution mortelle, qui est une institution toxique. Voilà. Donc, aujourd'hui, on en est là, apparemment, on se dit, non, Christian, tout repose sur ça. C'est-à-dire que je suis presque convaincu que si aujourd'hui, on repart à zéro avec les mêmes institutions, eh bien, ce sera la même issue. Parce que pour la question du pouvoir, vous voyez, aujourd'hui, on disait que ben, l'Issouba a amené le tribalisme, hein, ben oui, voilà. Aujourd'hui, on est là, ben, regardons comment se présente le panorama politique de notre pays au niveau du gouvernement, au niveau de toutes les institutions, au niveau de toutes les formations. Vous voyez, donc aujourd'hui, le pays est bien divisé hein, au profit, disons, d'un groupe à la tête duquel se trouve Sassou Nguesso, où on ne veut même plus nommer, c'est l'apartheid qui a été institué à tous les niveaux, je le dis depuis 2017. Voilà, l'apartheid institué à tous les niveaux. Je prends toujours un exemple. Christian, quand on parle, disons, de l'existence, disons, des contre-pouvoirs, qui peut expliquer pourquoi le village de Sassou Nguesso, le village de Sassou Nguesso, je dis village, c'est pas moi qui le dis, lui m'appelle son village. Quand il reçoit Yannick Noah, disons chez lui, il dit, mais disons, bienvenue dans mon village. Qu'est-ce qui peut expliquer que le village de Sassou Nguesso ait plus de députés que la troisième ville du pays qui a plus de 3 fois, disons, une population 3 fois plus élevée que le village de Sassou Nguesso? Hein? Il a divisé en deux. Quand on divise en deux, c'est pour accroître le nombre de députés. Donc, ben, 2 députés à Oyo, 2 députés à, je ne sais pas comment on appelle ça, Ombelo, quoi, comment on appelle ça. Euh, voilà. Donc, ça fait 4. Alors, professeur, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Parce que déjà, il n'est pas prêt pour un dialogue. Les élections, tout le monde sait désormais comment ça se passe sous le PCT. Y a-t-il une autre alternative? C'est celle que prévoit y compris le chiffon constitutionnel de Sassou Nguesso. Nous sommes dans un coup d'État permanent, disons, mon cher Christian. C'est un coup d'État permanent, je vous entends vous-même parler de temps en temps d'expression. Que disait la Constitution de 92? Que dit, disons, la Constitution de Sassou Nguesso? La Constitution de Sassou Nguesso ne le prévoit peut-être pas dans le préambule comme tel, mais la Constitution, le chiffon de Sassou Nguesso, donc du 25 octobre, disons, 2015, renvoie également à la charte congolaise des droits et libertés, qui avait été adoptée par la Convention nationale. Donc, cette charte, c'est-à-dire c'est cette charte qui annonçait déjà, disons, le droit pour les Congolais, effectivement, de désobéir. Oui. Donc, quand on demande cela, c'est le seul mécanisme, Christian. Le reste, moi, je dis, nos compatriotes qui sont de l'opposition pour aller prendre le pouvoir, je dis, c'est des escrocs, vous permettez de répéter, Christian. Voilà.
le système est organisé de telle sorte que ça ne peut pas avoir que la majorité, c'est-à-dire à part de ce que je viens de dire. Je ne prenais pas l'exemple de Yo. C'est-à-dire quand vous prenez dans les fiefs favorables à Sassou Nguesso, au niveau de la députation, c'est-à-dire que quand ils vont, l'année prochaine, là déjà le cas, il a déjà acquis sa majorité. Il a déjà acquis sa majorité au niveau de l'Assemblée. Donc, pour ceux qui savent organiser, c'est vraiment la mise en scène. Je ne veux même pas parler des détails que connaissent tout le monde, c'est-à-dire le bourrage des urnes, les résultats qui sont à la discrétion, disons, du gouvernement, la Cour constitutionnelle qui est, disons, à la solde, c'est même pas, disons, la solde, c'est un organe du PCT. La Cour constitutionnelle congolaise, c'est un organe du PCT. Je vous l'ai dit la dernière fois. Donc, je veux dire pourquoi l'élite congolaise, qu'elle soit politique ou intellectuelle, participe à cette hypocrisie-là, Christian. Pourquoi? Ils savent que tout est fait de telle sorte que Christian ne peut pas organiser 5 présidentielles, 5 législatives qui donnent les mêmes résultats. Ça n'existe nulle part. Donc, c'est la mise en scène. Donc, que Sassou le fasse, ça, je vais dire pour ceux qui le connaissent, il n'y a rien d'étonnant, mais que l'élite intellectuelle et politique participe à cette mascarade, à cette hypocrisie, je me dis, là, c'est quand même trop. Donc, qu'est-ce qui reste, Christian? Ce qui reste, c'est ce que prévoient les textes, puisque, y compris le chiffon constitutionnel du 25 octobre 2015, renvoie à la charte congolaise des droits et libertés qui a été adoptée à la conférence nationale, et cette charte prévoit effectivement, je vais dire, la désobéissance civile pour effectivement remettre en cause un régime dictatorial. Il faut donc effectivement recourir au texte, c'est-à-dire donc désobéir. Voilà. Donc, dans l'interview que nous avons organisée en janvier, je vous ai dit, face aux phases électorales, la seule issue, c'est effectivement de chasser le régime despotique et criminel, le kleptocrate de M. Sassou Nguesso. Il n'y a pas d'autre issue. Le reste, aujourd'hui, avec la complicité, disons, des principaux contre-pouvoirs, Christian, je vous dis, on peut l'organiser 1000 fois, ça donnera les mêmes résultats. Voilà. Et même si Sassou Nguesso, disons, n'est plus là, vous voyez, hein, tout est déjà fait de telle sorte. Vous voyez vous-même les gens du PST venir dire que non, le PCT est maintenant imbattable parce que il a conquis le territoire et tout, alors que, je vous le disais la dernière fois, il avait le monopole effectivement de l'implantation territoriale en 92. Il avait été battu à plat de couture par l'UPADES. Donc, le PCT, c'est comme ça. Ses méthodes, c'est comme ça. Tant qu'effectivement, on lui laissera le temps, nous n'en sortirons pas. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Et Que les Congolais. malheureusement, comme vous l'avez dit, hein, le pays, en fait, le Congo actuellement ressemblerait beaucoup plus à une monarchie parce que finalement, Denis Sassou Nguesso est devenu le maître absolu qui décide sur tout. Et les institutions, finalement, ben voilà, c'est des caisses de résonance. Alors, on va donc passer à un autre volet et je souhaiterais vous faire réagir sur cette décision unilatérale de Denis Sassou Nguesso qui exemptera à partir du 1er janvier 2027 de visa tous les Africains, c'est-à-dire les ressortissants africains, les Africains de toute l'Afrique, sans exception aucune, il faut le dire comme ça, qui souhaiteraient se rendre au Congo-Brazzaville. Alors, la mesure a été présentée comme pour encourager, comme qui dirait, un investissement étranger au pays, mais bon. Votre premier commentaire sur cette mesure des Congolais, certains parlent déjà d'un risque sécuritaire et beaucoup d'autres risques avec un pays où on sait tout le monde que l'administration est très faible, une corruption généralisée. Quel commentaire faites-vous de cette mesure? Ici, au niveau de la forme, d'abord. Si on a le respect des institutions, si on a du respect pour ses compatriotes, la moindre des choses aurait été d'en débattre d'abord. La moindre des choses. Sassou aurait pu, disons, au niveau de l'Assemblée, comme je n'aime pas, moi je répète, je n'aime pas réciter la conscience, ce qu'on appelle la conscience de Sassou Nguesso. Voilà. Parce Mais est-ce que, qu'on ne peut pas parler d'un état d'exception? non, rien Non. à voir. Rien à voir avec l'état d'exception. L'état d'exception, c'est une situation imprévue qui pousse effectivement les pouvoirs en place à prendre des dispositions pour tenter effectivement d'apprivoiser la situation grave. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec l'état d'exception. Ici, nous sommes dans une situation normale où Sassou Nguesso égal à lui-même se dit je suis le maître du Congo, ben voilà, je veux montrer que moi également je suis un panafricaniste ou que voilà.
Oui, Effectivement, parce il que décide de il y a quelqu'un qui me disait, pardon, professeur, qui me disait, face à la crise économique et financière que connaît le Congo actuellement, vous savez que les caisses sont vides, le Congo est en pleine crise, sévère d'ailleurs. Bon, pour tenter de trouver des solutions à cette crise, à cette situation très sensible, bah, il tente d'ouvrir les frontières pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, Donc, attirer des investissements des circonstances étrangers. exceptionnelles d'ordre économique. Je suis le premier qui a théorisé cela dans un article de 1986. Donc, je sais ce que c'est que les circonstances exceptionnelles en matière économique. Sauf que, en ce moment, quand vous regardez la crise qui existe comme matière économique, ça n'a rien à voir effectivement avec. Voilà, tout est lié à Sassou Nguesso lui-même. Hein. C'est une inaptitude à gérer un pays. Voilà. Hein, c'est une inaptitude à gérer un pays. Donc, on ne va pas justifier, disons, le recours aux circonstances exceptionnelles en matière économique à partir du moment où le fait générateur est là. Le fait générateur, c'est Sassou Nguesso. Voilà. La dernière fois, nous avons parlé de M. Makuso, disons, qui était content du fait que, ben oui, ils sont arrivés à 3,8%, disons, taux de croissance prévu pour 2026, alors que la barre d'assortie, la moyenne au niveau de l'Afrique est située entre 4,2 et 4,5. Le Congo est à 3,8, c'est-à-dire 3,6 l'année 2025, 3,8, disons, pour l'année de 2026 en prévision, c'est-à-dire donc dans le négatif, mais ça plaît quand même, effectivement, disant M. Makosso. Ce qui veut dire qu'ils se plaisent bien, disons, de se comparer à la médiocrité. Vous voyez, quand vous êtes content, disons, d'être sous la moyenne en disant que non, 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 je me suis amélioré, alors que vous n'avez pas eu la moyenne, Christian, ça montre quand même à quel degré, disons, nous nous trouvons au Congo en matière, effectivement, d'honneur ou de respectabilité. Donc, non, Christian, sur cette question, je parlais de la forme. Au niveau de la forme, Sassou Nguesso aurait pu, au moins, disons, avertir, je vais dire solennellement, pas avertir, c'est-à-dire pas, non, 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 c'est-à-dire avertir les Congolais pour dire qu'ils s'apprêtent à. Il aurait pu également se dire que le Congo a un texte constitutionnel, même si c'est un chiffon, qui ne prévoit pas, disons, à lui de le faire, disons, unilatéralement. Nous avons également des conventions, nous sommes là sur ce qu'on appelle les questions de personnes. Mais ça, il ne l'a pas fait. Mais plus grave, Christian, nous n'avons pas d'État organisé. Vous savez que tous les organes, je veux dire, de contrôle, la police, la gendarmerie, leur action est focalisée sur la question du pouvoir, pas sur, disons, les questions de sécurité. C'est pour ça que notre État est un lambeau. Voilà. Donc, à partir du moment où le Congo n'est pas organisé comme État, parce que moi, je dis toujours, Christian, le problème, ce n'est pas la violence, les violences, il y a plus de violence en France qu'au Congo. Sauf qu'en France, l'État existe. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, l'État, disons, réagit avec les moyens qu'il faut pour effectivement endiguer la situation. Christian, n'oublions pas que à plusieurs reprises, les forces armées angolaises sont rentrées au Congo, La Kimongo, à Kimongo. Le oui. pouvoir n'a jamais réagi. La gendarmerie, bon, bref, les forces armées congolaises n'ont jamais réagi. Ils ne réagissent que, ben, le pouvoir congolais ne réagit que quand effectivement c'est des questions, disons, des Congolais. Là, effectivement, ben, ils bombent le dos, mais quand il y a, disons, des armées étrangères qui viennent dans le Congo, l'armée congolaise n'a jamais bougé. Je suis là en train de vous dire que la seule mission des forces militaires congolaises, c'est uniquement pour la conservation du pouvoir. Donc, disons, des Congolais qui vont, pardon, des étrangers qui vont venir de partout, sans qu'il y ait un État digne de ce nom pour effectivement assurer les contrôles, tout peut arriver. Mais moi, sur cette affaire, je pensais à autre chose, Christian, que l'ensemble avoir en tête. Christian, il y a 3 4 ans, nous étions sur la question Des terres. rwandaise dans notre pays, c'est-à-dire, voilà, où effectivement, on a dit que, ben, pas qu'on a dit, que dans l'objectif de la pérennisation, de la continuité de son pouvoir, Sassou Nguesso et ses sbires, disant, voulait s'assurer effectivement le soutien des Rwandais. On n'en a plus parlé parce que le porte-parole du gouvernement, la personne de M. Mongala, égal à lui-même, au lieu de nous brandir le texte pour dire que non, 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 on avait arrêté cette affaire, ben, dit comme ça au passage, ben oui, on n'en parle plus. Savez-vous que ben, cette affaire n'existe plus? Christian, Et c'est pas d'ailleurs, comme c'est ça. très curieux parce que lorsqu'il vient en parler, personne ne lui pose la question. Et il dit même aux journalistes, j'attendais que vous me posiez la question sur Tout à fait. l'affaire des terres. Donc ça,
il y avait déjà là. Christian, nous sommes dans un État digne de ce nom. On dit, ben, il y a le texte tant, numéro tant, de telle date. Ben, voilà ce qu'il prévoit maintenant sur cette affaire-là. Il n'y a pas de texte. Bien plus, Christian. Quand vous m'avez interviewé, disons, en 2022 sur cette affaire. Je vous avais dit, Christian, les 100 milliards dont on prétend que le gouvernement rwandais, ou je ne sais pas, les Rwandais auraient versé, disons, au Trésor congolais, c'est du pipeau, ça n'existe pas. Les gens me disaient, je dis non, c'est impossible. Le gouvernement rwandais sait ce que c'est que le Congo, et puis le Congo est de très loin plus riche que le Rwanda. De très loin, le Congo est plus riche que le Rwanda, mais sauf qu'au Congo, il y a la très mauvaise gestion, c'est-à-dire il y a la dilapidation des fonds. Le Rwanda ne pouvait pas donner 100 milliards, disons, au Congo. Maintenant que M. Mungala nous a dit que non, tout a été déchiré, ça n'existe plus. Christian, est-ce que M. Mungala peut nous donner le texte où ils ont remboursé les 100 milliards, disons, au Rwanda? Non, il n'est même plus jamais revenu sur cette information. Non, c'est pour dire que ben, c'était uniquement l'enfumage, Christian. Voilà. Il ne nous a pas brandi le texte où effectivement ils annulent tout ce qu'ils avaient, disons, organisé avec le Rwanda. Il n'y a pas de texte, ils parlent, comme toujours, comme quand on dit, ben oui, il y a, disons, de l'argent, disons que la famille Assassou va dépenser quelque part. Monsieur Mungala répond toujours comme ça verbalement, alors que c'est une affaire de la justice. Dans un pays organisé chrétien, toutes ces affaires, ce n'est pas monsieur Mungala qui parlerait, c'est le procureur congolais qui parlerait. Mais comme toujours, ben, toutes ces institutions sont mortes. Elles sont là uniquement pour la forme, pour servir M. Sassou Nguesso. Sur toutes ces affaires, disons, qui puent au niveau international, c'est la justice qui aurait pu prendre parole pour dire, ben, nous mettons effectivement, même uniquement pour sauver les apparences, Christian. Voilà. Le procureur aurait pu faire effectivement, disons, un communiqué pour dire qui se saisit de ces affaires-là. Ils ne le font pas. C'est M. Mungala qui vient, qui parle là, disons, comme un perroquet. Jamais, voilà. Un gouvernement, ce n'est pas ça, c'est des textes. Le gouvernement, c'est des textes. L'administration, c'est des textes. Et là, sur l'affaire, effectivement, du Rwanda, je ne suis pas en plus sur ça au hasard, Christian. C'est-à-dire qu'avec ce que ça se vient de décider unilatéralement, vous voyez que les Rwandais peuvent venir à partir de cette déclaration au Congo et faire exactement ce qui avait été annoncé en disant en 2021-2022. En sorte, vous êtes en train de dire que c'est la décision qu'elle vient de prendre là, c'est une déclinaison de l'affaire des terres, c'est-à-dire. Bien entendu, Christian. Maintenant, il faut ouvrir voilà, les frontières au Rwanda. Déjà, ben, ils avaient, bien avant, disons, on disait qu'il y avait déjà un accord qui était intervenu entre le Congo et le Rwanda pour l'entrée, disons, là. Donc là, on annonce comme sur le prétexte. Parce que, Christian, entre nous, c'est pas n'importe quel Africain qui va se précipiter de venir au Congo. C'est pas n'importe quel Africain. Voilà. C'est pas n'importe quel Africain. Ceux qui sont dans les sciences sociales connaissent cette phrase où on dit la liberté dans un groupe quel qu'il soit, c'est toujours la liberté, disons, des plus puissants, c'est-à-dire de ceux qui sont dotés des moyens. Voilà. La liberté d'aller devenir ne veut rien dire pour quelqu'un qui n'a pas effectivement de moyens. Voilà. Par contre, ceux qui ont des moyens vont effectivement l'exercer dans toute sa profondeur, vont exercer cette liberté dans toute sa profondeur. Donc, ceux qui peuvent venir au Congo, parce que ce n'est pas le pays le plus alléchant, c'est, je vais dire, connaissant effectivement la faiblesse de l'État congolais, connaissant, disons, le degré de corruption, disons, des pouvoirs publics ou de ceux qui sont à la tête des pouvoirs publics, ce sont, vous me permettez d'être clair, des mafieux. Globalement, c'est des mafieux. Voilà. Donc, c'est Oui, mais comme ça. tel que c'est annoncé comme ça, professeur, puisque c'est lui qui a annoncé, c'était, je le rappelle à nos téléspectateurs, le 25 mai dernier, lors de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, tel que lui l'a annoncé de manière unilatérale, sans avoir consulté d'abord le Parlement congolais, est-ce que, puisqu'il a même donné la date, à partir du 1er janvier 2027, est-ce que cela veut dire que à cette date, cette parole, moi je considère ça encore que c'est une parole comme ça qu'on peut ignorer, aurait valeur de loi? Mais Christian, le système politique congolais ne fonctionne pas sur la base des textes. Je pense que j'ai déjà dit plusieurs fois. La constitution au Congo, c'est, vous permettez l'expression, un cache-sexe. Le Congo ne fonctionne pas sur la base des textes. Chaque fois que vous m'interrogez, je dis la même chose.
Christian, si c'était sur la base des textes, Sassou Nguesso et SSD, c'est en prison qu'il serait. Pourquoi je n'aime pas citer, disons, ce qu'on appelle la Constitution congolaise? Parce que, Christian, toutes ces questions que nous abordons sont déjà résolues par la Constitution. Voilà. Et si nous sommes aujourd'hui, disons, à 9 textes sous le pouvoir de Sassou Nguesso, ça veut dire que, en fait, les constitutions, ben, pour lui, c'est pour la forme. Donc, ça, c'est bien connu. Donc, c'est pour ça que je dis que non, le système, le système politique congolais, donc, y compris l'État, fonctionne sur la base des caprices de Sassou Nguesso. Je dis bien sur la base des caprices de Sassou Nguesso. Voilà. Et tous ceux qui sont à la tête des grands pouvoirs publics le savent. Puisque quand Sassou fait quelque chose, il le fait, il ne réagit pas. Il dit que, Christian, bon, je répète toujours les mêmes choses, mais je le dis. L'article du collègue, M. Moutoudou, dans la revue juridique et politique disons, des États africains, dit clairement ceci, je cite, que depuis que la Cour constitutionnelle exerce, elle n'a jamais remis en cause une seule décision du pouvoir en place. L'article donc de 2011. Et 2011 à maintenant. Regardez tout. C'est pour ça que moi, je m'y réfère plus. C'est un organe du PCT. Les réflexes de Sassou Nguesso, c'est comme le parti unique, ceux qui sont à la tête des institutions, M. Iloki, qui a été déjà haut fonctionnaire sous Sassou Nguesso, savent c'est exactement ce que veut Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'aime pas qu'on le contredise. Voilà. Quand vous prenez, disons, le procureur, comment on l'appelle là au Congo-Kakala, mais sur ces affaires, disons, multiples que nous connaissons, est-ce que vous avez déjà vu M. Okongakala dire que non, nous mettons une commission sur tel point, rien? Sassou Nguesso a parlé, c'est-à-dire a dit ce qu'il veut, eh bien, les pouvoirs publics vont obtempérer, il n'y a pas de risque de remise en cause. Il sait que c'est comme ça, que ça va se faire. Voilà. Merci, professeur. On va passer à un autre volet. C'est la RDC. L'Assemblée nationale a adopté hier, mardi 9 juin, la proposition de loi sur l'organisation du référendum qui ouvre donc la voie, soit à une révision de la Constitution de la RDC ou au changement carrément de la Constitution. Et dans un pays, comme vous le savez, on prend aux crises sécuritaires, sanitaires. Qu'est-ce que ça vous dit? Et nous sommes là au deuxième et dernier mandat du président Félix Tshisekedi. Je l'ai entendu, Christian. J'ai là entendu dire qu'il est pour le respect de la limitation des mandats, mais si le peuple lui autorise, il briguera. Toujours au nom du peuple. Toujours au nom du peuple, qu'on aime bien abuser. Comme si, effectivement, la limitation, ce n'était pas le peuple. Christian, il faut bien expliquer, disons, cette affaire de limitation de mandat, parce qu'il y a vraiment beaucoup de confusion là-dessus. Je dis déjà, Christian, que la limitation des mandats n'a rien à voir, en Afrique, n'a rien à voir avec l'Occident. Ce que les gens disent, c'est la démocratie occidentale. Ça n'a rien à voir avec l'Occident. Quand on dit l'Occident en ce qui concerne nos pays francophones, c'est généralement la France. Et je dis toujours, la limitation des mandats en France n'est arrivée qu'en 2008. Donc, avant 2008, il n'y avait pas de limitation de mandat. Donc, on ne peut pas dire que c'était inspiré par la France. Voilà. La limitation des mandats en Afrique, c'est inspiré, c'est dicté par le fait que pendant les 3 premières décennies, Christian, toutes les consultations allaient toujours dans le sens du pouvoir établi. Toutes les consultations. Autrement dit, les présidents, même quand on a les élections, c'était des présidents. Une fois que tu arrives au pouvoir, c'est des présidents à vie. Donc, la seule chance pour l'opposition, ou ce qui se disait opposition, d'arriver au pouvoir, c'était un coup d'État. Donc, quand arrivent les années 90, les pays africains décident la limitation des mandats, c'est par rapport à notre histoire politique continentale, Christian. Par rapport à notre histoire politique. C'est-à-dire faire de telle sorte que, au lieu que ce soit par coup d'État, au lieu que ce soit toujours l'instabilité permanente, qu'au bout de 2 mandats, un président s'en aille et qu'un autre arrive, quelles que soient, disons, ses qualités, Christian. Voilà. Donc, ce n'est pas inspiré par l'Occident, ce n'est pas la démocratie occidentale. C'est un principe endogène, je dis bien endogène, du droit constitutionnel africain, pour civiliser les mœurs politiques ici, pour faire de telle sorte que on puisse donner des prétextes aux gens qui veulent faire un coup d'État. Donc, à ce moment-là, Christian, quand on sait cela,
et qu'au lendemain, disons, de la mise en place des constitutions, y compris, disons, la constitution de 2006, disons, de la RDC, qui limite le nombre de mandats à deux, À deux, oui. et qui, comme dans le cas du Congo, prévoit également que cela ne peut pas être remis en cause. C'est bien, donc c'est verrouillé. C'est verrouillé. Oui, vous me permettez donc de faire lecture de cet article 220 de la Constitution de la République démocratique du Congo pour l'intérêt, bien sûr, de nos téléspectateurs. La forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. C'est Oui. bien clair. Donc c'est verrouillé. Bon, après, je posais Alors, la question de savoir s'ils vont procéder par le changement de la Constitution ou la bien, bien, révision. bien, bien entendu, puisque, disons, Sassou Nguesso a donné les clés. Avec la combine, disons, qu'il avait eu avec la Cour constitutionnelle de M. Iloki. Donc, tout le monde utilise la même chose, c'est-à-dire quand vous prenez depuis que ça se l'a fait en 2015, la Côte d'Ivoire l'a fait, comment on l'appelle, disons, la Guinée, disons, avec Alpha Condé, etc., etc., on peut multiplier ou, disons, Touadéra. Donc, Oui, mais quel Christian, intérêt pour Félix Tshisekedi qui lui est arrivé euh, par une non, non, élection Christian, présidentielle, si on le considère comme ça? mais Christian, ce qui est embêtant dans cette affaire, c'est les arguments, disons, je vais dire grossiers, c'est les arguments invoqués. Tshisekedi dit on ne peut pas organiser une présidentielle en période de guerre. Mais Christian, l'élection de 2018 et de 2023, on était en pleine guerre ou pas? Mais déjà que le conflit à l'est de la RDC dure déjà presque 3 décennies. La, Donc, la guerre a précédé, la guerre a précédé l'arrivée de Tshisekedi, Christian. Et moi, je me rappelle qu'il y avait déjà, disons, avant que Tshisekedi ne soit élu, il y avait déjà, disons, des pros, Kabila qui invoquait la même, disons, la même règle, enfin, le même principe. Et Tshisekedi était parmi ceux qui disaient que non, la guerre ne peut pas, disons, interdire, disons, de faire la présidentielle. Donc ça, c'est grossier, Christian, de se remettre en cause lui-même. Il disait aucune circonstance ne peut permettre effectivement de ne pas organiser l'élection. Christian, il y a bien plus grossier encore, il y a bien plus gênant. Il dit qu'on ne peut pas organiser la présidentielle en pleine guerre. Mais ils disent qu'on va recourir au référendum pour changer la constitution, Christian. alors que c'est le même processus. C'est Le même processus. une forme d'élection, oui. Mais c'est la même chose, c'est une consultation. Il dit que non, la présidentielle, il y aurait donc une partie qui serait exclue, qui ne voterait pas. Mais le référendum, c'est la même chose, Christian. Comment peut-on être incohérent et démagogique à ce point-là? Si vous ne pouvez pas organiser la présidentielle, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas non plus organiser le référendum. Donc, Tshisekedi, les pro-Tshisekedi ont quand même le courage de dire qu'on ne peut pas organiser la présidentielle, mais on peut organiser le référendum. Donc, Christian, quand nous étions dans le cas de notre Congo, à nous, en train de dire que les problèmes que nous vivons, c'est l'inconséquence, c'est la démagogie, c'est le manque de sérieux des élites. Là, vous avez une preuve avec Tshisekedi. J'aime bien Tshisekedi, mais sur cette affaire, une triche. La RDC connaît déjà trop de crises pour qu'on rajoute encore, pour qu'on en rajoute. Non. Le pays est déjà dans cet état, en lambeaux, de crise en crise, et pas des petites crises. Ben, Tshisekedi va ajouter, disons, une autre crise. Quelles que soient ses compétences, il faut que M. Tshisekedi se dise que je respecte ma propre parole. Ce que j'ai opposé à Kabila, il faut que je l'applique à moi-même. Donc, voilà les incohérences et les inconséquences, disons, de Tshisekedi. Non, la conscience, disons, de la RDC de 2006 doit être respectée. Ça n'interdit pas la révision. La révision peut se faire sauf sur ces cas-là que vous venez de dire justement, sauf sur ces cas-là. Voilà. Et quand Tshisekedi dit que oui, si le peuple me l'autorise, eh bien, je ne refuserai pas, je briderai. Tout le monde sait que ce n'est pas les urnes qui ont tranché, y compris en 2018. Voilà, y compris en 2018, c'est un clair, mon cher Christian, Tshisekedi n'a pas gagné en 2018. Voilà. J'ai fait, disons, un papier, un écrit là-dessus que les gens peuvent lire s'ils veulent. Hein, donc,
Mais la fois Oui, dernière, c'est le président Emmanuel Macron qui le lui rappelait, ben, il avait réagi très vigoureusement. et oui, comme toujours. Et à ce moment-là, ils vont faire bouger, disons, leur base pour dire non, 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 c'est du néocolonialisme, c'est du paternalisme. Christian, ça ne tient pas. Hein. La victoire de Tshisekedi en 2018 n'était pas évidente, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Voilà. Donc, ça, ben, on peut y aller, mais moi, j'avais écrit un papier là-dessus, hein, sur effectivement l'alternance disons, de 2018, hein, pour parler effectivement d'une alternance simulée. Voilà. C'était une alternance simulée, ce n'était pas une vraie alternance. Donc, je ne vais pas tourner le couteau dans la plaie parce que la RDC connaît déjà suffisamment de problèmes, mais M. Tshisekedi devait faire un effort, disons, pour respecter la Constitution, pour ne pas, disons, plonger un peu plus la RDC dans la Voilà, pour catastrophe. éviter le peuple congolais de la RDC à une autre crise supplémentaire. Professeur, on va aller au Sénégal où la crise politique, comme vous le savez, hein, est marquée par la rupture, il faut le dire comme ça, historique entre le président de la République, Diomaye Faye, et son ancien Premier ministre, Ousmane Sonko. Et actuellement, on peut donc parler d'une crise, ou peut-être qu'on ira vers une crise institutionnelle, qui sait. Mais d'abord, cette rupture, est-ce qu'elle vous a surpris ou c'était prévisible? C'était prévisible. Peut-être pas à ce degré, mais c'était déjà très risqué depuis le départ. C'est Christian, hein, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, le Premier ministre de la République, c'est toujours, disons, très compliqué. Le système, que ce soit au Sénégal, au Congo, voilà, ben, sauf pendant le monopartisme. Le monopartisme, le président est tout puissant, mais en démocratie, c'est déjà problématique. Bon, donc, Christian, au Sénégal, disons, il y a déjà eu semblant de crise, déjà, disons, en 62-63, hein, je pense bien, entre Senghor et son Premier ministre. Regardez, disons, au Cameroun, hein, au Cameroun, entre Biya et Amadou Ahidjo, voilà, il est président et puis après, bon, on parle d'une supercherie et puis il fait passer son premier ministre en novembre 82. Vous savez ce qui s'est passé par la suite. Voilà. Après Ahidjo, bon, dit-on veut revenir et puis ben voilà, tentative de coup d'État, vous savez comment ça se termine. Hein. En France, vous savez, il y a des exemples très célèbres hein, entre Giscard d'Estaing et puis Chirac en 76. Ça se termine brutalement si c'était dans un Oui, mais pays, professeur, disons. ici nous sommes dans un cas tout à fait particulier. C'est quand même deux frères, s'il faut le dire comme ça, deux Je vais compagnons y de lutte, arriver. hein, Je vais qui y arriver. avaient d'ailleurs des clauses avant même d'arriver à ce niveau, mais qui finalement, il a dû avoir quelque chose qui les a mis Vous en... connaissez l'adage Christian en matière politique, les accords n'engagent que ceux qui y croient. Donc, moi, j'avais entendu, ben, Diomaye égale Sonko, Sonko égale Diomaye. Sauf que, disons, l'État, c'est pas égal Pastef, Pastef, c'est pas égal État. Donc là, déjà, il y a un problème. Quand vous voyez ce qui les divise, Christian, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement d'État entre nous. Ce sur quoi Sonko reproche effectivement, disons attaque, disons son président, c'est sur les préceptes qui partent, c'est-à-dire sur le programme. Ça n'a rien à voir avec l'État. Donc là, déjà, il y a une confusion. C'est ce que je dis. Moi, j'entends les compatriotes africains qui disent oui. Mais c'est sur cette base, la base de ce programme qu'ils ont été élus. Mais Christian, il ne faut pas confondre, disons, ce qui est retenu au sein du parti avec le fonctionnement de l'État. C'est là où commence généralement le problème. Les reproches de Sonko à l'endroit de Diomaye Faye, c'est sur, c'est-à-dire, à la limite, c'est-à-dire sur l'entreprise privée. Moi, je l'ai entendu quand il dit oui, il y a beaucoup de dispositions qui sont prévues pour faire le contrepoids, donc c'est à la lettre que j'appliquerai. Mais, Christian, ce qui les sépare, c'est sur le programme de leur parti. Je ne sais pas si les gens regardent ça. Moi, j'ai, disons, l'estime pour M. Sonko, mais là, il y a une confusion. J'ai du respect pour son patriotisme, pour son engagement. Mais ce n'est pas sur la base de cet engagement qu'il va effectivement apprécier, disons, vous savez, Christian, regardez la façon dont pratiquement tous les grands partis sont arrivés au pouvoir. Entre ce qu'ils ont prévu au départ et ce qu'ils doivent faire au niveau de l'État, ils ont toujours été obligés
de moduler en quelque sorte. De la réelle politique, c'est-à-dire rattrapé par la réalité du pouvoir, Rappelez pas c'est la- ça? C'est pas qu'on rejette le programme qu'on a eu dans le parti, mais il faut trouver un moyen de le faire passer, un moyen, disons, en quelque sorte, de renverser les priorités. Pourquoi, Christian? À l'intérieur du parti, vous avez des militants qui convergent déjà sur ce qu'ils veulent. Oui, c'est-à-dire que sur les grandes lignes, les militants du parti s'accordent. Au niveau de l'État, il s'agit de réussir à faire passer son programme entre des intérêts et des choix divergents. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc, quand je regarde, disons, les réactions de Sonko, Sonko, disons, réagit comme chef de parti. Par contre, Diomaye réagit comme chef de l'État. Donc, lui, c'est-à-dire que je veux dire, les préoccupations de Diomaye sont les préoccupations d'un dirigeant qui est à la tête, effectivement, disons, d'un État avec, je veux dire, les différentes sensibilités, ensuite les contraintes internationales aussi. Je ne veux même pas parler des contraintes financières. Oui, vous m'excusez, Christian, mais moi, quand je regarde Sonko, pour lequel j'ai de l'estime, je dis toujours, mais s'il est à la tête de l'État, il peut le casser. Quand tu es à la tête de l'État, quand vous êtes à la tête de l'État, c'est-à-dire vous n'êtes pas à la tête de votre parti. C'est-à-dire quels sont les arguments à la tête de l'Assemblée, parce que l'Assemblée, c'est un organe d'État. Quels sont les arguments que, disons, M. Sonko va utiliser pour bloquer, disons, son ancien coéquipier? Je pose la question comme ça, vous pouvez tenter de répondre. Quels sont les arguments? Dire que le parti ne le prévoit pas. Le programme d'État, c'est pas, disons, c'est pas, je veux dire, c'est pas un argument, disons, constitutionnel. Or, les moyens que lui donne la Constitution, les moyens dont il a parlé lui-même pour faire contrepoids, c'est par rapport à l'État, Christian. Donc là, je pense qu'il y a une confusion. Le programme du parti, c'est quelque chose d'important, on peut respecter son programme, mais ce n'est pas sur la base de ce programme-là qu'il va effectivement entrer en conflit, disons, avec l'autre. Donc, quand je vois les militants, parce que, il faut le dire également, Christian, il y a une forme de fanatisme. Il y a une forme de fanatisme. C'est-à-dire que, en quelque sorte, au niveau du PASTEF, il continuait à considérer, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, moi je suis beaucoup depuis effectivement 2024, je suis ce qui se passe au Sénégal. Matin, midi, soir, minuit, ils attaquaient, disons, Diomaye Faye. Dans la tête des militants, le patron, c'est M. Sonko. Question, c'est quand même une confusion des choses. Sonko, c'est le patron, c'est le leader du PASTEF. Au sein de l'État, le patron, c'est Diomaye Faye. Donc, Christian, quel est cet individu? Élu au suffrage universel, même si c'est avec effectivement le soutien ou à la demande, disons, Bon, on de parlerait M. d'une candidature de substitution. Voilà pourquoi j'étais en train de rappeler qu'ils avaient Bien des sûr, clauses Christian, avant le... sauf que Oui. c'est sacré, c'est consacré par le suffrage universel. Le suffrage universel, c'est le peuple sénégalais, Christian. Le suffrage universel, c'est le peuple sénégalais. Donc, quelqu'un, même si Oui, mais je c'est, je sais, veux dire, professeur, que l'élection présidentielle est individuelle. Mais dans le bien sûr, cas du Sénégal, c'est tout à fait particulier, comme je le disais, parce que je venais de rappeler que c'est une candidature de substitution, c'est-à-dire, bon, je peux me tromper, mais je pense que les Sénégalais ont voté Pastef et non la personne en tant Christian, que telle. au niveau du Voilà. droit, Maintenant, Pastef incarné, ben, malheureusement, en ce temps-là, par voilà, cette candidature de substitution qui est Diomaye Faye. je pense, Christian, que ce qui a irrité M. Faye, c'est ça. C'est le fait que les gens étaient en train de répéter matin, midi, soir, minuit que c'est un candidat de substitution. C'est blessant, je ne sais pas Mais il si le vous mettez sait ça. aussi, il le savait, Mais il savait. Christian, à ce moment-là, Christian, c'est un peu comme si tu fais un geste à l'endroit de quelqu'un et chaque fois tu lui rappelles que je t'ai fait un geste. Vous voyez ça au niveau humain. Oui, oui, ça, Comme évidemment, personne n'accepte ça, c'est vrai. vous ne le rappelez pas. Les problèmes que soulève Sonko, ces problèmes-là, ce n'est pas au niveau de l'État que ça devrait transpirer. C'est au niveau, disons, des instances du PASTEF, Christian. C'est au niveau des instances du PASTEF que Sonko aurait pu de temps en temps mobiliser, se dire, voilà. Mais en les mettant sur la place publique, en les mettant au sein de l'État, il brouille tout. Il brouille tout. Croyez-moi, Christian, si on n'est pas militant du PASTEF, si on n'est pas fanatique, et qu'on suit tout ce que soulève Sonko,
Je pense que ça donne de mauvaises impressions. Dans Professeur, une est-ce que ça réalité, veut dire que à la place de Diomaye Faye, si c'était Ousmane Sonko, il réagirait de la même manière, il se comporterait de la même manière, c'est-à-dire rattrapé par la réelle politique? Christian, j'ai un peu répondu par anticipation. Je disais que si Sonko, élu, avait voulu réaliser, disons, son programme avec le même Il allait empressement, tout c'est-à-dire casser. la même brutalité, parce que j'appelle ça la brutalité, je pense qu'il aurait cassé l'État. Parce que Christian, l'État a ses réalités. Les gens parlent même, disons, des ingérences étrangères, c'est-à-dire ce qu'on appelle la France-Afrique, pour dire que. Mais Christian, je dis, regardez tous ceux qui sont arrivés au pouvoir et les programmes. Que vous regardez, nous regardons souvent l'histoire de la France parce que nous avons effectivement un contact permanent. Aucun président n'a été élu et qui est arrivé à Rémi. Je vous ai déjà parlé, par exemple, de Mitterrand, parce que c'était radical, hein, 81. C'était radical, c'est-à-dire de 58, disons, à 81, c'était 23 ans de gouvernement de droite. Quand Mitterrand arrive avec son programme, c'est-à-dire programme de rupture, c'est comme ça qu'on disait, 81 Christian. Dès qu'il a essayé de faire passer un peu, vous permettez, disons, à la Sonko, c'est-à-dire pour dire, ben, nous, c'est un programme de rupture, Christian, toutes les lumières se sont éteintes. On était en crescendo rouge. 81 en 83, donc 2 ans. Bien, 2 ans. Est arrivé ce qu'on appelait donc le virage libéral. Mitterrand était obligé de, par réalisme, de remettre en cause son propre programme parce qu'il se rendait compte que ça ne tenait pas. Donc, je dis toujours, ce que l'on fait en théorie avant d'être la tête d'État et ce que l'on doit faire à la tête d'État, c'est forcément différent. Ce n'est pas le même environnement. L'État, c'est des courants divergents. L'État a ses réalités qui n'ont rien à voir avec la réalité d'un parti. Donc, moi, je pense que ce que Sonko est en train de reprocher, disons à Faye, c'est pas la trahison, c'est un tempérament. Le tempérament, disons, de Sonko n'a rien à voir avec le tempérament de Diomaye. Diomaye est beaucoup plus mesuré, est beaucoup plus tempéré, tandis que Sonko est beaucoup plus brutal. Et ça, je pense que les Sénégalais le regardent. N'oublions pas, Christian, on n'est pas élu par le parti, hein, à la tête de l'État. On est élu par la nation. C'est-à-dire pour gérer, pour gouverner, disons, les affaires de la nation, pour satisfaire les intérêts de la nation. Tous les Sénégalais, on a beau dire, ben, 130 députés sur 165, il y a les raisons pour lesquelles, je ne sais ce que je dis, Christian, les raisons pour lesquelles on va élire un président, ce n'est pas pour le programme du président, je vous l'ai déjà expliqué. On va élire un président. Certains, c'est pour le programme, d'autres, c'est parce qu'ils ne veulent pas que ceux qui ont gouverné là, disons, c'est-à-dire qu'ils ne regardent même pas le programme. Ils veulent que l'on puisse tout simplement, disons, déclasser ceux qui étaient là. Il y en a qui vont le faire par suivisme. Et si vous venez pour dire, ben, naissant, vous avez élu mon programme, vous êtes à côté de la plaque. Je dis toujours, on n'a pas élu Macron en 2017 parce que ben, Macron était le plus compétent. Rien à voir. C'est parce qu'on ne voulait pas, disons, voir les anciennes têtes qu'on connaissait déjà. Vous voyez par exemple un certain Villepin qui est contre Macron. Macron, disons, Villepin a recommandé Macron. Et bon nombre d'autres que je connais. Mais pourquoi? Parce que Villepin voulait déclasser beaucoup de sa génération pour dire que non, ben, il vaut mieux un nouveau ben, que, disons, tous ceux qui sont ses compétiteurs avec lui. Vous voyez, donc les raisons pour lesquelles on va élire quelqu'un n'ont rien à voir avec le programme. Donc si Sonko se dit que ben, je m'attaque, disons, à mon coéquipier hier parce qu'il ne respecte pas mon programme, Christian, vraiment c'est le fond de ma pensée, je pense qu'il se trompe. Il n'y a pas de trahison. Ils n'ont pas le même tempérament, ils n'ont pas, disons, exactement, je veux dire, la même lecture de la réalité, mais je pense que si Sonko était arrivé et qu'il se disait que c'est mon programme, rien que mon programme, des termes déjà entendus auparavant, je t'ai parlé, effectivement, je vous ai parlé de Mitran, il se rendra compte que ça ne passera pas. Il se parle que ce que ça va. Les gens n'ont pas élu le programme disons, du PASTEF. Voilà. Mais tel que c'est parti, professeur, vous pensez qu'ils peuvent revenir au bon sentiment Je pense sincèrement, Christian, que si Sonko va avoir des chances d'être élu en 2029, comme on le dit le plus souvent vulgairement, il faut qu'il mette vraiment du l'eau dans son whisky. Vraiment. Il faut qu'il mette de l'eau dans son vin. S'il ne le fait pas, Christian, il laissera de très mauvaises impressions qui va pousser les gens à se ressaisir. Il faut qu'il sache que
Gérer un État, ce n'est pas gérer un parti. C'est vraiment tout ce que je dis. Entre les deux, j'ai bien peur que là, ils tenteront pour la forme, hein, je veux dire, de façon protocolaire, de sauver les meubles, d'être civilisés, entre guillemets. Et donc, il y a quelque chose qui s'est cassé. Mais je veux dire pour Sonko qui le fait dans l'intérêt, effectivement, parce qu'au fond, c'est une question de pouvoir, même si les gens ont du mal. Non, c'est une question de pouvoir. Voilà. Donc, si Sonko va avoir des chances de venir au pouvoir, vous voyez, je pense qu'il y a des gens qui le lui ont dit. Il faut pas surtout, il faut surtout pas que je veux dire, il fasse sa rupture parce que il se posait la question de maintien ou pas, disons, de faille, disons, au sein du PASTEF. Ils n'ont pas effectivement exclu du parti parce que ça pose problème. Quoi qu'il en soit, sur le fait, Christian, sur le fait. Dès le moment où Faye est arrivé au pouvoir, il a forcément maintenant, je veux dire, une base au sein du PASTEF même. Forcément, indiscutablement. Une base qui est peut-être minoritaire par rapport à Sonko, mais il a une partie des gens du PASTEF qui sont avec lui. Donc, si effectivement ça se radicalise d'une façon ou d'une autre au niveau du PASTEF, c'est-à-dire au niveau de Sonko, c'est un manque à gagner. C'est-à-dire que les pros faillent. S'ils se disent que l'autre n'aura pas réussi à gouverner à cause de lui, ils le lui reprocheront. Donc, il a à perdre, forcément. Il a à perdre, forcément. Voilà. Donc, et puis, il y a quelque chose qui est propre à tout pouvoir, Christian. Le Oui, pouvoir, disons, se dégrade toujours, question. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, si vous êtes arrivé avec, bon, c'est rare hein, dans le cas des États-Unis, c'est-à-dire Bush fils, on a vu qu'entre l'élection de 2001 et celle, disons, de 2005, il y avait eu effectivement, pardon, de 2000 et de 2004, il y avait, c'est-à-dire qu'il avait avancé. Mais le 11 septembre était passé par là. Voilà. C'était de justesse que Junior pardon, disons Bush Junior avait Bush Junior, été oui. élu en 2000. En 2004, ben, ça avait augmenté, c'est un peu rare, mais parce qu'il y avait eu effectivement 2001 et on avait vu qu'il avait été vraiment à la hauteur, disons, de la crise que les États-Unis avaient vécue. C'est Donc, plutôt au Congo où ça augmente après, chaque 5 ans, ça augmente, bon, malgré le chaos. là, c'est notre problème, n'y allons pas maintenant. Merci, professeur. On va terminer avec le Moyen-Orient. Après 100 jours de conflit entre la coalition israélo-américaine contre l'Iran, le constat principal, je ne sais pas si vous l'avez fait, le même constat, est un enlisement hein, de la crise, ce qu'on est en train de constater, mais ce contexte met également en lumière des divergences finalement d'objectifs entre les États-Unis et Israël. Alors, peut-on réellement espérer la conclusion d'un accord avant la fin du mandat de Donald Trump, ou bien nous allons là vers où le conflit va peut-être s'inscrire dans la durée à l'image de la guerre, ou disons, de l'opération militaire en Ukraine. Tout comme au Vietnam, Christian. Au Vietnam, c'était la même chose. Voilà, dans les années 60. Voilà. C'est-à-dire que quand on dit c'est une guerre courte, une guerre éclair, ben, généralement, ça s'enlise. C'est comme ça. Quand Sassou Nguesso tente son coup d'État en juin, il disait que c'était une affaire de jours. Voilà, que l'affaire serait réglée. Eh bien, ça a quand même pris 3 ans, 3 mois, pardon. Donc, c'est toujours comme ça. Christian, je pense que aujourd'hui, quelque part, Trump doit se dire qu'il s'est laissé avoir. Parce que la question que vous avez posée dans l'immédiat, ben, écoutez, je suis un journaliste américain là, donc, qui disait que ça fait la 39e fois que Trump dit que nous sommes près d'un accord. Trouver un accord, oui. La 39e fois. Donc, pour ceux qui suivent, ils peuvent se dire, bon, n'oublions pas que la nuit dernière déjà, c'est-à-dire il y a un jour, on a battu un hélicoptère, disons, américain. La nuit, disons, Trump a ordonné de frapper. Et il y a quelques heures, disons 10 ou 12 heures, les L'Iran a Iraniens. riposté, oui. Voilà. Donc, nous sommes là, effectivement, dans ce qu'on a déjà vécu, disons, dans les jours précédents. C'est-à-dire que en réalité, on est loin d'un véritable accord, encore que là où il y a accord, ça n'arrête pas toujours, disons, les tirs. Ça n'arrête pas les tirs, parce que, ben voilà. Et puis, vous l'avez soulevé vous-même, je pense qu'on n'est pas dans les mêmes idéaux, on n'est pas dans la même stratégie. Dans cette affaire, la stratégie israélienne n'a rien à voir avec la stratégie américaine. Voilà. Hein, il n'est pas dans Ça veut dire l'intérêt. que même si Trump arrêtait la guerre,
Netanyahou va continuer, c'est ça? Il n'y a même pas de débat là-dessus. Tous les observateurs disent la même chose. Netanyahu continuera. Et d'ailleurs, il a dit ouvertement que nous n'arrêterons pas. Chaque fois, nous réagirons quand nous verrons effectivement la nécessité de le faire. Netanyahu l'a déjà dit. Et puis, Trump a déjà répondu également que non, effectivement, le gouvernement israélien a le droit de répondre tant qu'il le peut. Donc, rien que ça montre les incertitudes de la situation. Voilà. La situation a bel et bien été enflammée depuis, effectivement, février, principalement, même s'il y a déjà eu la guerre des 12 jours en juin. Mais la situation s'est enflammée à partir du 28 février, quand, effectivement, on a bombardé avec la mort de Khomeini. Bon, donc, à partir de là, l'Iran a toutes les raisons de se préparer pour une guerre contre, effectivement, Israël. Et en fait, je vais dire par là que Netanyahou a réussi son coup à partir du moment où, effectivement, les États-Unis se sont impliqués. Donc, ils ont donné à Israël, effectivement, tous les prétextes pour que, disons, de temps en temps, ils interviennent, puisque, mettez-vous à la place, disons, de l'Iran. On vient intervenir dans votre pays, on tue, on casse les bâtiments, les infrastructures, je serais tenté de dire, et puis on vous demande effectivement de ne pas réagir. Parce que dans cette affaire, c'est en clair, Christian. Logiquement, l'Iran est dans la défensive. Oui. Quand l'Iran intervient, ce n'est pas l'Iran qui vient de commencer. L'Iran est dans la défensive. Et Israël constate chaque fois que l'Iran réagit que non, on vient de nous frapper, nous devons réagir. Ça donne déjà l'image de ce qui se passe depuis, entre Israël et puis la Palestine. C'est exactement la même situation. Donc, chaque fois quand il y a un qui va intervenir, non, 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 écoutez, je vais répliquer. Donc, voilà. Disons pour résumer, je pense bien que la situation va devenir un peu plus compliquée avec Trump, puisqu'on arrive au mi-terme, là, en novembre. Voilà. Je pense que d'ailleurs, s'il est en train de tenir ce discours pour dire bientôt, bientôt, c'est pour tenter de satisfaire son électorat, pour que l'électorat, disons, ne l'abandonne pas pour les prochaines consultations de novembre. Mais Une dans fois la cette réalité, échéance terminée, il va certainement être beaucoup plus virulent, c'est ça? qui c'est Trump? Donald Trump, oui, oui. Oui, mais Christian, le problème, c'est que par rapport au droit constitutionnel américain, déjà, il a dépassé le temps où il avait la liberté de faire sans consulter le Parlement, sans consulter le Mhm. Congrès. Ouais. Parce que la limite, c'est 60 jours. On a dépassé les 60 jours. À partir de là, effectivement, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand il y a une situation grave, on autorise au président d'agir, mais jusqu'à un certain délai, parce que quand il y a effectivement une situation grave, on ne va pas attendre les consultations entre l'exécutif et le Parlement. L'exécutif réagit automatiquement, mais pour un temps limité. Dans le cas des États-Unis, c'est 60 jours, c'est passé, le Congrès a effectivement décidé que il fallait effectivement revoir la situation, mais à partir de novembre, ce qui va changer, c'est quoi? C'est que s'il perd effectivement la majorité dans l'une des deux chambres, ce ne sera plus la simple parole. Là, ils peuvent intervenir puis pour dire qu'on lui retire effectivement les pouvoirs de guerre. Et donc, c'est pour dire que non, il calme et puis après, non. Mais s'il perd la majorité dans l'une des deux chambres, là, ça va devenir un peu plus compliqué. Ce qui veut dire que mais ça n'empêchera pas effectivement Israël de le faire. Et Israël n'est pas lié par le mi-terme de novembre prochain aux États-Unis. C'est comme ça. Merci, professeur Félix Bakunda-Pellé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est vous dire grand merci d'avoir disposé tout ce temps, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais je vous laisse tout de même une minute pour conclure, notamment sur le Congo. Oui, sur le Congo Christian, puisqu'on m'avait posé une question sur laquelle j'ai répondu rapidement, entre autres questions, mais je reviens parce que c'est la question essentielle. Vous avez dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je répète ce que j'ai dit. Constitutionnellement, les Congolais, y compris avec le chiffon constitutionnel de 2015, ont le droit de remettre encore le pouvoir en place. C'est reconnu par le chiffon constitutionnel de 2015. Donc, quand je le dis, c'est pas, je veux dire, par un esprit extra-constitutionnel. Non. La charte congolaise des droits et libertés prévoyait ce que vous aimez bien citer vous-même, qui était au dernier alinéa du préambule de la Constitution de
pardon, 1992. de 1992. La résistance Et contre toute personne qui prendrait le pouvoir par ou, la ou qu'il force. l'exercerait de manière tyrannique, ou qu'il l'exercerait de manière tyrannique. Je pense que la tyrannie de M. Sassou Nguesso ne souffre d'aucun équivoque. Voilà, à tous les égards. À tous les égards. Vous venez de citer effectivement la décision qu'il vient de prendre, il l'autorise, alors que, ben, voilà, même par courtoisie, il ne prend pas la peine de consulter les Congolais, il décide comme ça. Bon, voilà, donc c'est ça la tyrannie. Voilà, à tous les niveaux, hein, je pense que on en a déjà tellement parlé qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur les détails de l'exercice tyrannique du pouvoir par M. Sassou Nguesso. Donc la tyrannie est bel et bien là. Et puis, la possibilité, disons, de limiter, de remettre en cause est prévue, y compris par le chiffon constitutionnel de 2015. Donc, il n'y a que ça dont disposent les Congolais pour mettre un terme. Le reste, je le répète, Christian, il n'y a aucune possibilité. Voilà. Tout est, je vais dire, l'année prochaine, ce sera le législatif, vous verrez que ça donnera les mêmes résultats. Voilà. Parce que ce n'est pas possible. Il s'est arrangé de telle sorte que je ne vais même pas sur les détails, hein, sur la façon, c'est-à-dire donc effectivement le bourrage des urnes, le fait qu'il y a des candidats qui arrivent quand même être députés même sans s'être présentés aux urnes. Donc ils ont des situations qu'ils arrangent comme ça. Ils mettent également, disons, à la tête, disons, de certaines institutions, ben, des gens du PCT, donc qui ne sont pas neutres, etc. Donc, au niveau de la transparence, il n'y a rien à y attendre. Sans compter que, au niveau, par exemple, des députés, au niveau, pardon, des consultations législatives, tout est fait de telle sorte que il y a déjà une majorité qu'il a convenue, donc effectivement, au niveau de, disons, des fiefs qui lui sont favorables. Il y a autre chose également qu'il faut ajouter, Christian, que parfois les gens ne disent pas. Il y a une astuce connue dans l'histoire française que reconduit de manière grossière le pouvoir congolais, c'est le suffrage censitaire, c'est-à-dire que ne peuvent devenir députés que ceux qui ont de l'argent. Ça, c'est pas démocratique. Et pourtant, ce qui existe au Congo. Voilà. Et donc, Tout à il fait. faut Ben, 2 pour millions, être candidat aux élections locales, il faut verser une caution 1 non million et demi. remboursable en plus, hein, de 500 000 francs CFA. Combien? 500 000 francs CFA. C'est pour ça que je dis que je ne vais pas dans les détails. Donc, Christian, quand on regarde déjà 38 000, disons, pour la présidentielle, c'est-à-dire 25 millions, et donc 1,5 million pour les législatives, Christian, quels sont les Congolais qui peuvent dégager, disons, 25 millions pour la présidentielle et puis 1,5 million pour les législatives? Christian, combien? Donc, c'est fait volontairement. Là, je suis en train de parler des petits gadgets prévus là pour que, effectivement, le PST l'emporte toujours. Donc, ça donne les mêmes résultats. Christian, je répète toujours, ça n'existe nulle part. Non, à partir du moment où vous savez que tout ce qui est organisé, c'est uniquement pour donner l'impression que nous sommes en démocratie alors que la réalité est ailleurs. Christian, qu'est-ce qu'il faut attendre de telles consultations? Donc, à ce moment-là, effectivement, tout ce qui est prévu, y compris par ce texte-là de Sassou Nguesso de 2002, tout comme de 2015, eh bien, recourez justement au texte que, ben, disons qu'il reconnaît. C'est-à-dire, donc, effectivement, le droit, effectivement, de résister à la tyrannie. Nous sommes en tyrannie. Ça ne souffre pas d'équivoque. Voilà, c'est vraiment ma conclusion. Bien, je crois que c'est clair et les Congolais ont compris et ils pourront aller lire évidemment les textes dont on a fait référence ici pour bien comprendre les choses. Le Congo est une tyrannie, les Congolais sont dans une tyrannie et donc ont ce droit de résister. Voilà. C'est Merci, prévu par le texte de professeur. Sassou. Voilà, parce que le texte de Sassou Nguesso de 2015 comme de 2002 a reconduit la Charte congolaise des droits et libertés. Voilà, c'est Ben sur la voilà. base de la Charte des droits et libertés que la Constitution de 92 l'avait mis au dernier alinéa du préambule et que le régime de Sassou, disons, n'a pas explicitement reconnu, mais du point de vue du droit, c'est prévu puisque le texte de Sassou Nguesso renvoie effectivement au respect de la Charte congolaise des droits et libertés, disons, de juin 1991. Voilà. Donc, c'est C'était du une droit façon de positif. vouloir dissimuler en fait ce principe, Tout mais à fait, bon, en fait. C'est pour ça que je le dis. Voilà. en tout cas, merci, C'est merci. un peu dissimulé, mais ça existe. Donc, ce que je viens de dire là, ça fait partie du droit constitutionnel congolais. Voilà. Alors, la balle est donc dans le camp des Congolais. Merci, professeur, d'avoir répondu à toutes nos questions, surtout d'avoir disposé tout ce temps-là pour être avec nous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les petits gestes d'encouragement, vous savez,
cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire vos opinions, cela nous aidera beaucoup. On se dit donc à très bientôt. Merci. Merci Christian Perrin.